Bonsoir, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Bonsoir Stéphane qui réalise ce libre journal. Comme Stéphane vous l'a indiqué dans son annonce, vous pouvez nous envoyer des messages à l'adresse électronique suivante courtoisie@rc.fr. Alors tout d'abord, chers auditeurs, je vous informe qu'à la suite de notre libre journal du 11 février dernier, dont l'invité était André-Victor Robert, nous avons publié sur le site de Polémia avec André-Victor Robert, le 4 mars, une note intitulée « Un redressement de l'économie française est-il possible ?» Alors ce soir, notre libre journal de la souveraineté aura pour thème la France, le Proche-Orient, l'Union européenne et la présidence Trump et ses méthodes diplomatiques, appelons cela comme cela. Et puis nous parlerons aussi de la situation politique à la veille des élections municipales, en évoquant aussi la fiabilité, si j'ose dire, de nos institutions par rapport à une situation politique un peu critique. Alors, pour nous entretenir de ce thème, je reçois Francis Choisel, que nos éditeurs connaissent bien, intervenant et ancien patron d'émission à la radio. Bonsoir, Francis Choisel. Bonsoir. Alors, je rappelle que vous êtes professeur à l'Institut catholique de Paris, spécialiste du Second Empire, pour lequel nous avons fait deux émissions ensemble sur le sujet. Vous êtes l'auteur, entre autres, de Comprendre le gaullisme, publié chez l'Harmattan, et Napoléon III, Pensée politique, publié chez SPM. Vous n'êtes pas seulement un spécialiste du Second Empire, mais aussi des questions constitutionnelles en général, au XIXe et XXe siècle, ce qui n'est pas sans rapport avec certains sujets que nous aborderons ce soir. Alors, Francis Choisel, donc, tout d'abord, il y a cette actualité immédiate, cette nouvelle guerre au Proche et Moyen-Orient. Alors, il s'agit là et de loin de l'ère la plus conflictuelle depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, région stratégique, charnière entre l'Occident et l'Orient. Je crois que je ne me trompe pas sur le sujet. Alors, elle dispose d'immenses ressources en hydrocarbures, indispensables au fonctionnement de l'économie mondiale. Et nous verrons peut-être dans les semaines qui viennent justement l'effet de ce conflit. Depuis 1948 et la création de l'État d'Israël, ce dernier est confronté depuis lors à une opposition permanente qui vise à sa disparition, malgré les accords de paix ou de reconnaissance conclus avec un ensemble d'États. Et puis un islamisme radical qui puise ses sources plus ou moins loin dans l'histoire, suivant ses formes, et qui s'est propagé à partir des années 70-80. Alors aujourd'hui, nous sommes face à un énième conflit dans lequel les États-Unis sont à l'offensive, alliés à Israël. Alors nous pourrions nous lancer dans des analyses sur l'origine de ce conflit, son déroulement, ses conséquences, mais il y a en l'occurrence un facteur particulier, c'est la personnalité du président des États-Unis, Donald Trump, et ses méthodes, sa conception de la négociation, la méthode dite transactionnelle, qui rompt avec une conception classique de la diplomatie, s'il y a eu, vous nous le direz, toujours une conception classique. Alors peut-être aujourd'hui, au-delà de ce conflit, mais qui en est une forme d'illustration, cette méthode Trump et cette vision de la négociation transactionnelle par rapport à une relation plus consensuelle telle qu'on se concevait actuellement ou habituellement, où les partenaires essayaient de créer un climat de confiance, si j'ose dire, et ce qui n'est pas le cas de Donald Trump, puisque c'est un habitué de la négociation commerciale qu'il transfère, si j'ose dire, pour une part à la négociation internationale, à la négociation politique. Oui, c'est un négociateur, et je dirais même, pour commencer par un mot fort, qu'il a une technique de camelot. Il a une technique de marchandage sur le souk de Casablanca. Et certains commentateurs ont compris, pas tous, et même ceux qui ont compris, curieusement, n'analysent pas ces prises de position en fonction de ce critère, en fonction de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'une négociation commerciale, mais je préfère quand même dire effectivement, plutôt qu'une négociation commerciale, une négociation de camelot ou du marchandage.
parce qu'il y a des négociations commerciales. Enfin, quand on vend un Mirage, on ne le vend pas à la manière de Trump. Bon, mais ceci dit, c'est vrai qu'il dit lui-même que sa méthode diplomatique, c'est la même chose que quand il achète des hôtels. Alors, en plus de ça, nous en parlions avant l'émission, dans un contexte de communication et de communication permanente, c'est-à-dire que la différence avec ce qu'il se passait autrefois, et je dirais presque au 19e siècle, sans remonter plus loin, il n'y avait pas cette communication. Et il y a cette communication qui fait que le personnage, je dirais, s'expose directement et la présence même physique, le charisme du personnage joue certainement un rôle important dans l'application de cette méthode. Oui, bah c'est incontestablement un bavard. Et là, évidemment, quand vous posiez la question, je me dis, bah oui, je vais encore répondre Camelot. Le Camelot est un bavard. Mais il y a une chose qu'on a un peu oubliée, c'est que la communication telle qu'il la pratique, dans son premier mandat, il a, comment dire, choqué tout le monde parce qu'il utilisait les tweets. Et maintenant, Tout le monde le fait. tout le monde s'y est mis. C'est devenu normal dans la diplomatie. Alors, est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est une bonne chose? Ça n'est pas sûr. Mais finalement, sa méthode n'est plus seulement sa méthode de ce point de vue-là. C'est aussi la méthode de tout le monde. Tout le monde l'emploie. Tout le monde est obligé de répondre dans la demi-seconde à ce que l'autre a dit, à l'événement qui s'est passé, avant même d'avoir réfléchi. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que, je dirais, à tout moment, finalement, il marque son temps, si j'ose dire. Il marque la situation en cours de sa présence à travers les tweets. Mais il y a un autre aspect de sa personne, parler des tweets, mais la manière dont il s'exprime, ses discours, qui me frappe. C'est-à-dire que si je mets en parallèle les discours, les allocutions d'Emmanuel Macron, par exemple, à la tribune de l'ONU, et la manière dont s'exprime Trump, on voit un fossé tout à fait considérable. Il y en a un qui, je dirais, est dans un certain phrasage, si j'ose dire, il a un certain élan intellectuel. Trump, c'est tout à fait différent. C'est même d'ailleurs, il peut être relativement brutal et agressif, nommer directement des opposants. Oui, alors il n'a pas un langage d'énarque. Non, Certains reprochent à nos hommes politiques d'avoir un langage d'énarque, mais là on est effectivement dans la caricature inverse. Mais enfin bref, il s'adresse au peuple. Il y avait un- un homme politique français qui est bien connu, Édouard Herriot, qui disait: lorsque je fais une réunion politique, je cherche dans la salle quel est le plus bête et je ne parle que pour lui. sachant que... C'est probablement un peu ce que fait Trump. Et il essaye d'être accessible aux plus bêtes. Alors, les gens qui sont un peu anti-américains disent: ah bah oui, il s'adresse aux Américains, parce que les Américains, j'ai encore entendu aujourd'hui à la télévision, les Américains de base ne savent pas où se trouve la France ou l'Allemagne, etc. Non, enfin, faut pas exagérer non plus. Mais sa technique, c'est probablement pour être compris de tout le monde, eh ben, il faut s'adresser aux plus bêtes, parce que ceux qui sont moins bêtes comprennent aussi. Parce que c'est vrai que c'est un homme bon, qui a une intelligence assez exceptionnelle de la communication, et qui a un charisme personnel, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais qui est indiscutable. Oui, alors disons l'art de la parole, oui, oui, bien Oui. sûr, bien sûr. Alors, la question d'ailleurs, et on verra comment les situations évoluent au Proche et Moyen-Orient, c'est: est-ce que c'est un homme qui est déterminé par rapport à un objectif et qui ajuste sa communication en fonction des aléas, mais tout en ayant la volonté d'atteindre l'objectif qu'il s'est fixé? Ou est-ce que c'est un homme qui évolue dans ces objectifs au fur et à mesure, finalement, que les événements se déroulent, et qui ne se déroulent pas forcément comme ils étaient prévus initialement? Je crois que d'un point de vue général, et avant d'arriver à Trump, on a toujours tendance, en histoire, vous avez dit que j'étais historien, à chercher quel était l'objectif au singulier d'un homme politique. Mais en réalité, un homme politique avisé a plusieurs fers au feu, comme on dit, a plusieurs objectifs,
plusieurs hypothèses. Une hypothèse privilégiée, une hypothèse seconde. Donc ça, c'est une première remarque. Par rapport à Trump, il explique dans son livre qu'il vise toujours le plus fort, le plus haut. Il demande l'annexion du Canada, il demande l'annexion de... Oui, ça c'est la technique de Mais négociation. tout le monde dit, mais il est fou. Non, il n'est pas fou. Il sait bien que ça n'est pas possible. Peut-être que dans le coin de sa tête, il dit, on ne sait jamais. Peut-être que ça peut marcher. Mais non, sa technique, c'est de demander... C'est pour ça que je parlais du marchandage. Quand vous vendez, je sais pas, un appartement, vous mettez un prix fort. Et puis, vous savez bien que vous allez avoir une négociation. Et vous mettez le prix d'autant plus fort que vous pensez que vous allez avoir une négociation qui va faire baisser le prix. Et puis, effectivement, vous vous fixez un prix. Mais lui, d'après qu'on peut comprendre, il cherche, il fixe la barre très haut. Et puis après, il ajuste en fonction des événements. Donc on ne peut pas dire qu'il a un objectif précis, mais son objectif, c'est le plus possible. Possible, le plus, et avec possible à côté. Alors, Et donc il ajuste au fur et à mesure, en fonction des réactions, en fonction des possibilités. alors, Et dans son livre, il dit « Je vise très haut, et puis je continue à pousser pour obtenir ce que je veux. Parfois, je me contente de moins que je ne cherchais, mais dans la plupart des cas, je me retrouve avec ce que je veux. » Et j'ajouterais même, parfois, il se retrouve peut-être avec plus qu'il ne pensait avoir au départ. Oui, parce que ça recoupe un livre que j'ai acquis à l'occasion pour cette émission qui s'appelle L'art du deal diplomatique, des tactiques de négociation transactionnelle de Trump. Et justement, c'est ce qu'il appelle dans le livre l'ancrage extrême. C'est-à-dire, vous démarrez très haut. Alors, c'est tout à fait intéressant ce que vous dites, parce que dans une négociation commerciale, je dirais, de chiffres, on comprend, et vous comparez à l'immobilier, je démarre à partir d'un certain chiffre, mais qui doit, je dirais, sembler cohérent par rapport au partenaire, faute de quoi celui-ci peut s'interroger. Mais, par exemple, s'agissant d'un objectif politique, je pense à la situation actuelle au Proche et Moyen-Orient, là, c'est totalement différent, on n'est pas dans le quantitatif. On n'est pas dans le quantitatif mathématique, mais on est dans le quantitatif quand même. Il y a le plus, c'est la chute du régime, et puis après on hiérarchise un certain nombre d'objectifs. Donc quand on nous dit quel est son objectif, il ne sait pas ce qu'il veut. Si ce qu'il veut, c'est le maximum. Bon, et il pousse. C'est comme pour reprendre son expression. Donc il met les moyens nécessaires pour obtenir le maximum. Puis après, il voit bien ce qu'il obtient. Alors vous, qui êtes historien, un grand historien, c'est peut-être des démarches qu'on a connues. Par exemple, dans le passé, c'est pas nouveau. Dans un objectif politique, même dans un conflit, des chefs d'État, des responsables, justement, qui ont un objectif, mais qui sont capables de l'adapter en fonction des résultats qu'ils obtiennent sur le terrain. C'est pas nouveau, ça. Oui, non, c'est pas nouveau. Mais d'ailleurs, quand on dit la méthode Trump, enfin, il a quasiment mis un copyright sur la méthode Trump. Il a sorti un livre. Là, quand vous disiez l'art du deal, c'est le nom du livre de Trump. Hein, et donc, le livre que vous lisez, qui est sur le livre, a repris le titre du livre en ajoutant diplomatique pour montrer que c'est une explication de son livre. Mais sa technique est effectivement une technique de l'adaptabilité permanente. Et en fait, on voit bien dans les derniers événements, alors on pourrait remonter aux négociations commerciales et autres, mais tout ça est passé, et j'allais dire, est passé de mode avec la guerre d'Iran. Mais on voit bien que son objectif, c'est de rester en permanence maître du jeu par les hypothèses. C'est-à-dire, à chaque fois, on dit « Ah, il va arrêter, il a dit quelque chose qui signifie qu'il va arrêter la guerre. » En réalité, non. C'est parce qu'il commençait à s'installer l'idée que la guerre allait être longue, qu'il lance un élément pour dire « Ah, elle peut être courte !» de façon à rétablir l'incertitude. En fait, la technique, je ne sais pas s'il l'a défini comme ça dans son livre, mais la technique qu'on voit à l'œuvre, c'est qu'il veut maintenir en permanence l'incertitude sur son objectif. Alors, c'est-à-dire que... On dit « il ne sait pas », mais non, c'est pas qu'il ne sait pas, c'est qu'il ne veut pas qu'on sache. Ce qui est assez curieux parmi les journalistes, c'est que quand les journalistes ne comprennent pas, ils disent
C'est quelqu'un d'incompréhensible. C'est un idiot. Il ne sait pas ce qu'il veut. Non, c'est pas qu'il ne sait pas ce qu'il veut. C'est que eux, ils ne réussissent pas à savoir ce qu'ils veulent. Alors donc, en fait, Dans oui, je vous dans en la prie. stratégie, si vous êtes dans un jeu d'échecs, un jeu de cartes, si vous devinez le jeu de l'adversaire, c'est qu'il est mauvais. Si vous ne devinez pas le jeu de l'adversaire, c'est qu'il a réussi à le cacher. Alors la seule chose, c'est qu'aux échecs ou aux jeux de cartes, encore peut-être pas dans tous, on ne devine pas le jeu de l'adversaire parce qu'il est silencieux. La technique de Trump, ça n'est pas d'être silencieux. C'est au contraire d'inonder le- l'opinion, l'adversaire, de déclarations contradictoires qui font comment dire, il perturbe complètement l'adversaire. Alors c'est ce qu'on appelle aussi l'imprévisibilité. C'est Euh, ah, l'imprévisibilité. C'est évident qu'en matière de guerre, si un adversaire est prévisible, c'est oui, formidable. Moi, dans mes compétences dont vous avez parlé, il y en a une que je pourrais rajouter, c'est que je suis officier de réserve et j'ai une formation d'officier d'état-major et j'ai servi en état-major de corps d'armée dans la réserve, hein, en état-major de corps d'armée dans le renseignement. Bah oui, bah dans en période de guerre, on essaye de savoir ce que veut faire l'ennemi. Et que fait l'ennemi? Il essaye de cacher ce qu'il veut faire. Et donc, si on ne sait pas s'il veut une guerre longue ou une guerre courte, s'il veut la chute du régime ou pas la chute du régime, eh ben ça oblige l'adversaire à envisager les différentes hypothèses. Et donc, à se disperser intellectuellement, à disperser éventuellement ses moyens. Si on sait que l'adversaire a un objectif précis, ben, on va d'accord, il a que celui-là, on concentre tous ses moyens pour empêcher qu'il atteigne cet objectif précis. alors évidemment, vous avez tout à fait raison. Les journalistes, par naïveté ou Enfin, par... pas tous, hein, il y en a pas quelques-uns tous. qui ont Oui, très... non, Enfin, d'ailleurs, non, c'est mais, pas forcément des journalistes. oui, non, mais vous avez tout à fait raison, hein. Il y a sur Il les y a des gens plateaux, comme il y a Alain des gens Bauer très compétents. Oui, oui, qui absolument. ont bien Ah oui, compris. oui, oui, tout à fait. Non, mais Et puis, il y en a un autre aussi. Si, et puis Didier François aussi, une très bonne compétence sur les chaînes d'information continue. Ce sont deux hommes qu'il faut écouter parce qu'eux, ils oui, comprennent bien. Ils comprennent bien. parce que justement, d'ailleurs, ils savent ce qu'est le renseignement, Oui, alors d'abord, ils vivent ouais, là-dedans, donc bon. d'abord, ils raisonnent sur des renseignements et pas sur une théorie générale. Non seulement ils raisonnent sur des renseignements, mais ils savent Voilà. ce que tout cela veut dire. Et alors d'ailleurs, en étudiant un peu la question, je me suis aperçu qu'il paraît qu'il y avait une comparaison qui est faite avec Nixon et la théorie du fou. Il paraît que du temps de Nixon, il avait monté une avec Kissinger, je dirais pas un scénario, mais une méthode justement où il essayait de se faire passer pour quelqu'un d'irrationnel, d'imprévisible, pour amener l'adversaire à négocier, sachant que nul ne savait quelles pouvaient être, ou nul, oui, ne savait quelles pourraient être les conséquences d'une décision du président des États-Unis, sachant qu'il pourrait être irrationnel alors qu'il l'était qu'il l'était parfaitement. Oui, alors c'est la base même de la Mm. dissuasion. Euh, Si on est quelqu'un de policé, qui ne fait pas peur, qui est humaniste, bah on dit, est-ce qu'il va appuyer sur le Mm. bouton? Est-ce qu'il va appuyer sur le bouton pour tuer des millions de gens? Bon, pour être dissuasif, il faut évidemment qu'on dise, mais il serait assez fou pour appuyer sur le bouton nucléaire, faut qu'on se méfie. D'ailleurs, nous reparlerons tout à l'heure de la C'est ça la dissuasion. dissuasion. Oui, absolument. Si Oui, on ne fait pas peur, oui, oui. et à un certain niveau, bah, pour faire peur, faut avoir l'air d'un fou. Alors donc, c'est très très bien Alors, la manière dont vous illustrez cette théorie du fou. Alors à côté de la méthode Trump dans la négociation, il y a je dirais, ce document qui est sorti le 24 décembre 2025, la nouvelle stratégie de sécurité nationale des États-Unis d'Amérique. Et j'ai le document dans une version française. Alors, j'ai l'impression là aussi qu'il y a beaucoup de commentateurs qui ne l'ont pas étudié de manière suffisamment précise. Et personnellement, je n'ai pas de compétences en la matière. Mais ce qui me frappe dans cette stratégie,
c'est la vision, en fait, totalement rationnelle qui est déployée au niveau des objectifs, au niveau des moyens. Et ce qui me frappe, c'est par rapport à cette vision que l'on peut avoir des États-Unis, la vision wilsonienne, la vision rooseveltienne, O'Sullivan et la destinée manifeste, c'est que pour Trump, puisqu'il est derrière forcément ce document, c'est l'intérêt national qui prime. Oui, alors quand on rentre dans la stratégie, avec Trump, on était dans la tactique en quelque sorte, hein. Quand on rentre dans la stratégie, je pense qu'il faut penser avant. Et là, mais forcément, c'est aussi la stratégie des États-Unis, c'est aussi la stratégie de Trump. Je crois que quand on regarde les négociations, les objectifs ponctuels que se fixe Trump, les événements diplomatiques, on oublie souvent dans quel cadre cela se situe. Et il me semble que par rapport à l'Europe, par exemple, l'idée de Vance, je pense que c'est l'idée de Vance, est une idée de choc des civilisations. Alors, vous connaissez la théorie du choc des Oui, civilisations. d'une tout à Et fait. donc, pour lui, au départ, il fallait ramener la Russie dans l'Occident. Je n'ose pas dire la race blanche. Mais bon, choc des Oui, civilisations. dans l'Occident, oui, c'est pas. Et, Oui. et l'Europe et les États-Unis. Donc faire en sorte que l'affaire d'Ukraine qui a poussé la Russie dans le bras de la Chine, faire en sorte que ce phénomène s'inverse. Et donc je crois que dans ces conditions-là, on voit les choses différemment. Oui, parce que, Avec évidemment, ce que tout le monde dit, la Chine comme étant l'adversaire, oui, l'adversaire potentiel, le danger potentiel. D'ailleurs, il n'est pas forcément besoin d'être agressif ou de considérer la Chine comme agressive pour avoir une stratégie mondiale qui prend en compte la puissance chinoise. Il faut simplement, quand on est une puissance, une grande puissance, voir quel est le plus puissant dans le monde, et qu'il soit ami ou pas ami, faire en sorte de faire le poids, ou de faire contrepoids face à ce plus puissant. oui, parce que vous avez tout à fait raison. Et ce qui est très intéressant dans ce document, d'abord, il précise bien l'unité fondamentale du monde est et restera la nation. Alors, Oui, alors effectivement, j'ai pas répondu à non, non, l'aspect, mais, non, non, l'aspect, mais vous avez parfaitement répondu. Ça, c'est très important. Et justement, parler de la Chine, dans ce document, il apparaît que, en fait, les États-Unis n'ont pas vocation à assurer une hégémonie sur le monde, qui n'en ont pas les moyens en tant que tels, et qu'il y a des zones d'influence, la Russie, la Chine, et que derrière, en effet, il y a des rivalités, et que la rivalité principale, c'est la Chine. Donc c'est une vision finalement réaliste des relations internationales, qui est critiquée par certains, mais en fait qui remet en cause, d'ailleurs explicitement, d'ailleurs toute la politique américaine qui a été menée depuis la fin de la guerre froide. Et en effet, il y a toute cette question, par exemple, par rapport à la Russie, par rapport à l'Ukraine, que même si la Russie est l'agresseur par rapport à l'Ukraine, il y a toute une politique qui a été menée par les États-Unis dans les années 90 et 2000, voire 2010, qui ont incontestablement conduit à la détérioration des relations avec la Russie, qui ne vont pas dans le sens, en effet, de Trump ou de Vance, comme vous l'indiquez. Oui, pendant longtemps, les États-Unis, après l'effondrement de l'Union soviétique, ont continué à raisonner en termes de guerre froide. Et là, c'est certainement un changement dans l'esprit j'allais dire des Américains, enfin du gouvernement américain actuel, de dire il ne faut pas continuer à faire une opposition entre Russes et Américains, mais il faut que tout le monde aille dans le même sens et fasse contrepoids à la Chine. Tout à fait. Alors l'idée aussi, Mais alors effectivement, vous m'avez relancé enfin, sur la question de la nation. Oui, ce qui fait que Trump n'est pas aimé par beaucoup de gens,
par beaucoup de dirigeants, c'est parce qu'effectivement, il ramène sur le devant de la scène l'idée nationale. Mais l'idée nationale, en général, alors, évidemment, il y a quand même l'aspect impérialiste des États-Unis, même si, comme vous l'avez dit et comme le disent beaucoup de gens, il y a cette idée de partage du monde, en quelque sorte. Hein, mais on voit bien que Trump, c'est toujours la même chose. Il embrouille tout le monde, hein, même avec les rapports. Bon, d'un côté, il dit, ah bah, nouvelle doctrine Monroe, nous ne nous intéressons qu'au continent américain. Et puis, 3 semaines après, il intervient en Iran. C'est pas tout à fait l'Amérique, l'Iran. C'est Hein. pas Bon, l'Amérique. Mais il y a la Chine éventuellement derrière qu'il peut viser, c'est-à-dire que il y a quand même un rapprochement que l'on peut faire entre l'intervention qui a été très rapide là, au Venezuela et par rapport à l'Iran. Alors par rapport à l'Iran, en effet, il y a la question d'Israël qui peut se poser, mais il y a aussi les approvisionnements en pétrole de la Chine euh, oui, oui, et en hydrocarbures. et puis avant de risquer la fermeture du détroit d'Ormuz, il avait libéré le pétrole du Venezuela. Tout à fait, oui, oui, absolument. Donc, non, non, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que on raisonne souvent dans les médias comme si Trump était tout seul à penser, tout seul à agir. Moi, je veux bien qu'il soit très, très autoritaire, qu'il prenne ses décisions, mais il y a quand même autour de lui toute la structure des États-Unis, tout l'état-major, des ministres, des penseurs, etc. Donc il y a une stratégie. Enfin, ça serait complètement absurde de croire qu'il n'a aucune stratégie. Alors justement, Ou du moins qu'il n'y a aucune stratégie derrière. il y a une stratégie. Alors tout à l'heure, je disais en effet, c'est l'abandon, d'ailleurs, qui a été finalement cher aux néoconservateurs, de la destinée manifeste, mais aussi il part d'une réalité des États-Unis, c'est-à-dire que les États-Unis n'ont plus relativement cette puissance qu'ils avaient il y a un demi-siècle, qui sont confrontés quand même notamment avec la montée en puissance de la Chine, que le pays est en partie désindustrialisé, qu'il a une dette publique considérable et qu'il y a une forme de réalisme par rapport à ses prédécesseurs et que les États-Unis ne peuvent plus prétendre à cette hégémonie mondiale comme d'autres. Il veut la première Euh, place. La première place, c'est pas forcément l'hégémonie. Hein. Il veut... oui, 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 mais enfin, quand on dit qu'on est le seul pays à pouvoir, bon, Oui, oui, oui. non, il a quand même pas un discours modeste Ah non, 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 quant au quand on rôle des lit, États-Unis dans le non, monde. il n'a pas un discours modeste, mais il part peut-être de l'idée. D'ailleurs, bon, la Non, mais désindustrialisation. son idée, c'est de redonner, bon, c'est classique, hein, c'est son slogan, hein, de redonner aux États-Unis sa puissance industrielle, militaire, etc. Hein. Alors, et il y a un autre aspect, c'est que contrairement aux néoconservateurs qui voulaient imposer le système de valeurs américain, tandis que lui, il y a la nation, euh, à la limite, les pays se gouvernent comme ils veulent, simplement, donc il y a l'intérêt des États-Unis, de savoir si... Oui, enfin, je pense que lui-même et autour de lui, on a pris conscience qu'essayer d'imposer un régime à un pays n'était pas faisable. Quand on voit son comportement en Iran, ça a toujours été de dire c'est aux Iraniens de choisir. Ce qui est vrai. Donc je rejoins ce que vous disiez sur le souverainisme, hein, c'est aux Iraniens de choisir, il sait bien que c'est contre-productif. C'est pour ça que quand on dit est-ce qu'il veut le changement de régime? Mm. Probablement, dans son enchère dont on parlait tout à l'heure, c'est Oui, le maximum. c'est l'objectif C'est maximum. l'objectif maximum. Il ne sait pas s'il pourra l'obtenir, mais c'est ce qu'il souhaite. Mais il faut surtout pas qu'il le dise. On dit, mais les Américains et les Israéliens n'ont aucun remplaçant au pouvoir actuel. Mais attendez, s'ils en ont un, vaut mieux pas vaut mieux pas qu'il l'annonce, parce que d'abord, il risquerait d'être estourbi. Et puis deuxièmement, ça serait l'homme de l'étranger, ça serait l'homme de l'ennemi. Et puis, Donc quand on nous dit, mais ah oui, il a même dit qu'il était d'accord pour avoir un Mollah. Bah, et pourquoi ça mange pas de pain de le dire. Dire, bah oui, mais moi, c'est pas moi qui vais vous imposer oui, non, mais tout à votre fait. gouvernement. Si vous voulez un Mollah, bah, vous prenez un Mollah. Si vous voulez un général, vous prenez un général. Si vous voulez le Shah, vous voulez pas. Voilà. Bon, mais ça veut pas dire que les Israéliens et lui n'ont pas une préférence. Mais je pense qu'il y a encore de l'habileté de langage et de l'habileté politique aussi, hein, de ne pas montrer
son objectif politique est de se refuser à dire qu'il veut un gouvernement particulier. D'ailleurs, Ça me rappelle la prudence des Alliés contre Napoléon. Quand ils ont renversé Napoléon, ils préféraient les Bourbons, mais ils ne voulaient surtout pas le dire, parce que ce qu'ils voulaient, c'était un gouvernement qui ferait la paix, et qui ferait la paix durablement. Et ils disaient, mais les Bourbons étaient un peu dans le rôle du chat, enfin du chat, du fils du chat. C'est-à-dire, on se dit, oh là là, mais est-ce que vraiment, si on remet les Bourbons, est-ce qu'ils vont pas être renversés dans 6 mois, et tout sera à refaire? Et donc, il a fallu que les Bourbons fassent leurs preuves, qu'il y ait à Bordeaux des royalistes qui ont crié Vive le roi au moment où les Anglais sont arrivés, pour que le Sénat de Napoléon appelle les Bourbons, pour que ensuite les vainqueurs se rallient aux Bourbons. Mais ils avaient bien vu que quand ils avaient essayé de soutenir Louis XVI, ça avait radicalisé la Révolution. Non, mais c'est un excellent exemple d'habileté politique. Oui. Mais ça ne voulait pas dire qu'il préférait pas les Bourbons. Non, ce qu'il voulait pas, il voulait plus de Napoléon. Voilà. Il voulait plus de Napoléon. On est un peu dans la situation actuelle. Il voulait plus de Napoléon. Et puis, il voulait le meilleur régime possible pour eux, et en même temps pour les Français, parce qu'ils avaient bien conscience que si les Français n'étaient pas contents, il ferait une nouvelle révolution. Tout à fait. Alors, je crois qu'on a vu d'une manière générale ce qu'était Trump. Il ne s'agit pas d'approuver ou de désapprouver, mais de voir la réalité telle qu'elle est. Alors, ce qu'on n'a pas vu dans ces méthodes, c'est que sa technique consiste à multiplier les objectifs. Oui, tout à fait, oui. Et il le dit. Je ne reste pas focalisé sur une opportunité ou une approche. Comme un jongleur, je lance un maximum de quilles en l'air, et si je n'en rattrape qu'une, elle me rendra riche. Ça, c'est dans son livre encore. Ça me rappelle... Donc, il lance le Groenland, il lance le Canada, il lance le Venezuela, il lance Cuba, il lance l'Iran. Alors, évidemment, quand on lance l'Iran, si on ne rattrape pas la quille, c'est un peu gênant. Mais voilà, alors là, c'est plus le camelot, c'est le joueur de casino qui mise non pas sur une seule... sur un seul chiffre, en se disant oh là, j'ai la baraka, j'ai je sais pas quoi, j'ai le bon chiffre. Non, il mise sur plusieurs, puis il dit il y en a bien qui va sortir. Oui, non, mais c'est c'est-à-dire que c'est toute l'astuce du personnage qui est certainement finalement d'une grande intelligence par rapport à... Oui, une grande habileté tactique. Et en plus, avec ça, il embrouille tout le monde. Son objectif, c'est d'embrouiller tout le monde. Alors, justement, donc, il y a la politique des États-Unis. Alors, la France, notamment, on parlera de l'Union européenne, mais la France, par rapport à ça, c'est pas facile de définir une politique étrangère dans de telles conditions. En 1967, il y a cette fameuse conférence de presse de Gaulle en novembre 67, où il y avait une exposition claire de ce qu'était la politique de la France à l'égard du Proche et Moyen-Orient, à l'égard d'Israël. Aujourd'hui, on sent une présidence française quelque peu paralysée au-delà des démonstrations. Oui, de toute façon, on a un président. Pas évident, oui. On a un président qui est affaibli. Mais mettez-vous à la place des puissances étrangères. Bon, d'accord, c'est toujours lui qui peut appuyer sur le bouton nucléaire. C'est vraiment dans les grands extrêmes. Mais pour le reste, il n'a pas le soutien du Parlement, il n'a pas le soutien de l'opinion. Il est vraiment faible. J'ai eu l'occasion, probablement l'année dernière, dans votre émission, de dire que mon analyse était que pour que les institutions refonctionnent normalement, il fallait un président légitime, c'est-à-dire ayant l'onction du suffrage universel, venant d'être élu, venant d'être réélu, et que c'est la raison pour laquelle j'étais de ceux qui demandaient la démission du président, non pas parce que c'est Macron, non pas parce que... Non, parce que, et on le voit bien en matière extérieure, c'est encore plus dramatique qu'en politique extérieure, on n'est pas un président qui parle au nom de la France, non, il parle au nom de lui-même. Il ne parle pas au nom de la France. Il adore se mettre en scène, je crois que c'est son prédécesseur. Oui, il adore se mettre en scène. Mais... la diplomatie de Macron par rapport à la diplomatie de Trump, puisque Trump est un peu le fil directeur, c'est que Trump, lui, c'est la diplomatie, vous le disiez au tout début de l'émission, c'est de l'agressivité. Voilà. Le camelot dont je parlais, c'est pas forcément quelqu'un d'agressif. Là, c'est plutôt une sorte
la diplomatie du cow-boy, la diplomatie du voyou, bon, faire peur, menacer, etc. Euh, Macron, lui, c'est pas du tout ça. Un petit peu, mais son tempérament naturel, c'est le tempérament de la lèche. Vous faisiez allusion à sa jeunesse. Moi qui suis professeur, je dis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déroulé le tapis rouge à Versailles à Poutine, il a invité Trump au 14 juillet, et il pense qu'en flattant les gens, en faisant de la lèche, il va réussir à les convaincre. Mais dans la relation internationale, il y a peut-être certains dirigeants qui se laissent abuser par ce genre de procédé. Mais Oui. en général, non, ça ne fonctionne Et pas. je sais que c'est pas facile, mais dans le contexte présent, quelle pourrait être finalement la politique étrangère de la France et sa diplomatie? Je dis dans le contexte présent, on n'est plus du tout dans le contexte de 1967, qui était un contexte interétatique. Je sais que la question n'est pas facile, Bah non, mais je me la pose. la question est d'autant moins facile que c'est toujours la question, que feriez-vous si vous étiez au Oui, débat présidentiel, bon, oui, ça, je suis d'accord avec si vous vous. étiez président, qu'est-ce que vous feriez? Bah, le problème, c'est que la première réponse, ça serait si j'étais président, j'aurais pas, je me serais arrangé pour pas arriver dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Bon, mais je pense que la politique que vous considériez comme démodée des années de Gaulle, c'est la bonne politique. C'est une politique d'indépendance et de non-alignement. Alors, j'ai dit, enfin, je ne pensais pas qu'elle était démodée, simplement que Oui, le oui, le contexte est contexte a différent. changé, Mm. mais la France, on pourrait dire de la France que vous disiez des États-Unis à propos de Trump, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas viser d'être une superpuissance mondiale, rivalisant de poids démographique, économique, militaire avec la Chine ou avec les États-Unis. Donc la stratégie, elle est la même, c'est de ne pas s'aligner, c'est c'est de ne pas s'aligner sur aucune des deux puissances, des deux ou trois superpuissances ou des superpuissances potentielles. Parce qu'à ce moment-là, si on s'aligne, bah, on s'asservit. Et on ne pèse pas. Donc il faut être globalement quand même plutôt dans un camp, encore que du temps de la guerre froide, il y avait des camps, c'était assez clair. Aujourd'hui, y a-t-il un camp? Faut-il être dans un camp anti-chinois? Faut-il être dans un camp Oui, pro-chinois, pro-américain, anti-américain? Non, il faut. Non, ce qu'il faut promouvoir, c'est un monde multipolaire et non pas de partage d'hégémonie dont on parlait tout à l'heure, hein, chacun son continent, la Chine en Asie, euh, Poutine en Europe, les États-Unis. Mais c'est un monde où on a des nations qui peuvent vivre en harmonie en tuant les impérialismes. et donc, de ce point de vue-là, avoir une politique étrangère proprement française, mais qui ne s'aligne pas sur un ensemble de l'Union européenne ou une politique étrangère de l'Union européenne. Oui, ah C'est- bah ça, oui, bon, y a-t-il une politique étrangère de l'Union ça, européenne? Non, mais le point central, enfin l'idée centrale qui est toujours la même, qui permet de résoudre les problèmes, la clé, c'est la souveraineté du peuple. Hein, on parlait de souverainisme ou de souveraineté nationale, mais s'il y a l'idée de souveraineté nationale, c'est parce qu'il y a l'idée de souveraineté du peuple, donc de démocratie. Et donc dans tous les problèmes internationaux, assez souvent, ça se règle facilement du point de vue intellectuel, hein, du point de vue des objectifs à atteindre, en disant, mais il faut demander l'avis du peuple. Il faut demander l'avis du peuple. En Ukraine, il faut demander l'avis du peuple. Au Venezuela, il faut demander l'avis du peuple. alors ça me fait... Etc. etc. Hein, vous voyez, Oui, oui, vous avez tout à fait raison. mais bon, alors après, il faut que ça soit demandé sincèrement, honnêtement. Hein, Oui, voilà. oui, Bon. tout à fait. Et que les circonstances s'y prêtent, parce qu'aujourd'hui en Ukraine, il serait probablement difficile de faire des plébiscites, des référendums qui soient véritablement significatifs dans la durée, compte tenu de. Voilà. Non, je souriais parce que vous avez raison, vous parlez de la souveraineté du peuple et ça me
rappelle un article qui est sorti dans Le Monde il y a quelques mois de Pierre Rosanvallon, que vous avez dû lire, où justement, il avait, je dirais, une autre notion de la démocratie que la représentativité du peuple. Et il mettait en exergue les juges qui devaient jouer un rôle aussi important que la représentation populaire. Non, c'est pour ça, parce que je crois que c'est important, parce que c'est en marge Mhm. de notre propos, mais ça montre chez certains, finalement, une déformation par rapport à ce que peut être la souveraineté et la souveraineté populaire. Oui, oui. Ouais. Mais oui, bon, là, ce que vous évoquez, c'est une idée de technocratie Oui, ou oui, d'oligarchie c'est presque du ou saint-simonisme, d'une certaine manière. d'aristocratie. Mm. Oui, enfin, vous parliez des juges, donc c'est pas le saint-simonisme, mais Non, effectivement, pas les juges, non. mais c'est juxtaposer un Mm. saint-simonisme en matière économique à Mm. une idée de pouvoir des juges du côté des juges. Mais le problème, c'est que c'est un système de corporatisme, Mm. Mm. une juxtaposition de corporatisme. Il faut bien qu'il y ait quelque chose pour arbitrer au milieu. Si on juxtapose des compétences Mm. de juges, des compétences de chefs d'entreprise, des compétences de militaires, il y a bien quelque chose qui doit faire en sorte que ces diverses compétences ne se Oui, mais, heurtent pas, ne se contredisent pas. mais derrière, il y a une Donc, ce qui doit Mm. faire la synthèse, bah, c'est oui, bah, mais derrière, c'est le pouvoir politique. il y a une méfiance vis-à-vis du suffrage populaire, hein, derrière ça. Ah bah, il y a toujours eu une méfiance des aristocraties et des oligarchies par rapport au Bon, au suffrage suffrage populaire. populaire. Alors, nous avons... Alors justement, là, Oui, oui, je vous en je prie. voudrais revenir à la stratégie américaine dont vous avez parlé à propos de l'Europe. Hein, vous Oui. m'avez dit que vous vouliez en parler. Euh, on confond assez souvent comment dire, les remontages de bretelles de Trump par rapport au gouvernement européen avec un anti-européisme. Alors qu'il soit contre l'Union européenne, probablement. Mais euh, quand Vance ou Trump ou d'autres, ou Rubio aussi, s'adressent aux, aux Européens, au gouvernement européen, mais il fait comme, je sais pas, comme des parents s'adressent à leurs enfants, ou comme des enfants s'adressent à leurs vieux parents, en disant secoue-toi un peu, hein, et donc qui aime bien châtie bien en quelque Mm. sorte. Hein. Mais je pense qu'ils font la différence. Je fais plus ce que je pensais. Je Ah oui, suis sûr qu'ils font la c'est certain, différence tout à fait. entre les gouvernements et les peuples. Donc ils ne sont pas hostiles au peuple européen, à la civilisation européenne, ils sont hostiles à la décadence européenne. À la manière dont l'Europe est dirigée. D'une part, non, mais je dis la décadence. Donc la décadence, c'est Mm. pas forcément. Oui, enfin, elle est dirigée par des gens qui laissent la décadence. Mais il y a l'idée de décadence quand même, Mm. hein, selon les critères du gouvernement américain d'aujourd'hui, mais qu'on peut partager dans beaucoup de domaines. Et puis, il y a l'idée que les gouvernements sont des incapables. Oui, On pourrait dire que quand il voit le président français, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Biden. Quand il voit le gouvernement anglais, il voit Biden. Mm. Quand il voit une Europe avec des petits Biden partout. C'est une très belle image. Mais d'ailleurs, il faut, dans Et donc, il fait, alors c'est quoi, pas ma gamme, ma Oui. gueule, refaisons une Europe puissante. Oui, parce que dans le document sur la stratégie américaine, il est écrit expressément: l'Europe est stratégiquement et culturellement vitale pour les États-Unis. Je crois que c'est une. D'ailleurs, cette phrase, elle est pas reprise la plupart du temps, mais elle va tout à fait dans votre sens. Ouais. C'est-à-dire que. C'est-à-dire que, en fait, le commentaire qu'on fait peut être l'inverse de la réalité. Auparavant, on avait des gouvernements américains qui nous considéraient comme des vassaux. Et maintenant, quand il nous dit qu'il faut consacrer plus d'argent, et c'est pas depuis, c'était même dans son premier mandat, hein, de Oui. consacrer plus d'argent à la défense, qu'il faut. Vous savez, ça me rappelle, j'ai vu un, un documentaire une fois, c'était sur je crois que c'était sur les cygnes. Et le couple de cygnes élève le petit cygne, et il y a un moment donné, le père cygne euh, attaque son fils pour qu'il s'en aille, pour qu'il devienne adulte.
Et en fait, on a un peu l'impression que Trump, de la même façon, là, j'ai encore l'image du documentaire dans l'œil, c'est assez frappant, enfin, c'est assez marquant de voir non pas les parents qui voient le, le jeune oiseau s'envoler avec la larme à l'œil, mais au contraire, lui disant, bon, maintenant t'es grand, va-t'en. Alors bon, peut-être qu'il y a aussi une sorte de du côté des signes, le fait que c'est devenu un deuxième mâle, que ça peut devenir un concurrent. Bon, mais je pense que Trump, c'est ça, enfin, en tout cas, du côté de Vance, c'est certainement l'idée, bon, reprenez-vous. C'est ça, on ne Reprenez-vous, on ne méprise pas l'Europe, simplement l'Europe doit avoir un nouvel élan, quoi. doit C'est une- redevenir ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Stéphane va nous passer le bobino, ça va durer quelques secondes, et puis nous reprendrons donc ce libre journal. Vous appréciez cette émission ? Plongez dans toutes nos autres émissions filmées, débats, culture, histoire, littérature, religion, politique. Des émissions pour comprendre, réfléchir et transmettre. À retrouver sur cette chaîne YouTube. Radio Courtoisie est une radio associative. Elle ne vit que grâce à votre soutien. Aidez-nous à faire entendre votre voix sur soutenir.rc.fr. Merci Stéphane. Alors nous allons poursuivre, Francis Choiseul, et nous allons revenir à l'Europe, à l'Union européenne. Et premier point, le Mercosur, pour lequel vous avez écrit un excellent, remarquable article, Mercosur pour une obligation de consensus, où vous évoquez la politique de la chaise vide de décembre 1965, de la politique agricole commune, et le compromis de Luxembourg avait abouti au fait, entre guillemets, de droit de veto, mais vous appelez ça un consensus. Alors, avant de revenir sur la Mercosur en tant que telle, votre vision par rapport justement à cette idée qu'il faut parvenir à un consensus entre les États européens par rapport à une négociation politique vis-à-vis d'un tiers, et que le droit de veto, c'est une formule, mais derrière, justement, on va reparler de politique, de diplomatie, il y a la volonté d'aboutir à une solution commune entre États, et pas finalement mettre à la marge une minorité d'États au travers de ce qu'on appelle une majorité qualifiée, qu'il y ait une participation de tous, je dirais, au compromis qui est conclu. Et vous dites en plus quelque chose qui me paraît très important dans votre article, c'est que il y a, dans ce type de négociation, il y a plus de consommateurs que de producteurs. Donc, quand on parle de majorité qualifiée, ben, l'intérêt majoritaire, c'est celui des consommateurs au détriment des producteurs. Mais je dirais, une entité nationale ou l'Union européenne sans producteurs, à terme, l'avenir n'est pas assuré, c'est moins qu'on puisse dire. Vous avez tout dit. Vous avez tout dit, fort bien dit. Alors, je ne me permettrai pas. Mais en effet, ce que l'affaire du Mercosur a montré, c'est qu'elle a mis en relief le mécanisme et les conséquences de ce mécanisme, le mécanisme de la majorité qualifiée, du système de la minorité de blocage, c'est-à-dire que certains États peuvent voir leurs intérêts, allez, j'ai employé le terme qui est à la mode en ce moment, puisqu'il est militaire, leurs intérêts vitaux mis en cause, négligés, par une majorité d'étrangers, comme aurait dit le général de Gaulle, d'étrangers, et les institutions européennes obligent à plier. Alors, je mettrai quand même peut-être un petit bémol. L'Union européenne a, pour les gouvernements européens, ce petit avantage qu'elle a le dos large. Tout à fait. En matière de Mercosur, je ne suis pas certain que notre président de la République soit aussi ardent à se battre contre le Mercosur qu'il veut bien le dire. Alors, Et encore, sa dernière réaction était bien molle. ce que vous venez de dire me paraît
extrêmement important parce que pour préparer cette émission, j'ai approfondi le sujet et que, euh, en fait, l'affaire ne paraît pas totalement, je dirais, aussi simple à travers la négociation commerciale que ce ne l'est dans la réalité. En fait, les négociations ont commencé avec les pays du Mercosur en 1999 et ont duré les premiers accords ont été conclus avant la phase Covid en 2020 et l'accord général a été conclu, je crois, en 2024. Seulement, euh, il apparaît qu'en fait, c'est un accord de partenariat entre l'Union européenne et les 5 pays, je crois que c'est 5 pays du Mercosur. Et qu'un accord de partenariat au niveau des traités européens est considéré comme un accord politique et qui nécessite pour sa ratification l'unanimité des États membres. Or, ce qu'il apparaît, justement, on va venir sur la position d'Emmanuel Macron, ce qui me trouble un peu, j'ai échangé avec un ami tout à l'heure sur le sujet, c'est que le 5 septembre dernier, le 5 septembre 2025, la Commission européenne, avec l'aval des pays de l'Union, a décidé de scinder cet accord de partenariat qui comprenait 2 volets, un volet politique, environnement, climat, et un volet commercial. Mais tout ça, c'était dans un même accord. Et donc, la Commission européenne a décidé de scinder cet accord en sortant le volet commercial et en le présentant comme comme un accord intérimaire qui sera intégré par la suite à l'accord global. Et de ce fait, autant l'accord politique exige l'unanimité, l'accord de partenariat, l'unanimité des États membres, par contre, l'accord commercial, dit accord intérimaire, n'exige qu'une minorité qualifiée. Et à ce moment-là, d'ailleurs, ce qui explique que le Parlement européen, je crois que c'est le 21 janvier dernier, ait saisi la Cour de justice de l'Union européenne pour savoir si le fait que l'accord soit scindé était bien conforme au traité, puisque unanimité d'un côté, majorité qualifiée de l'autre. Or, Emmanuel Macron n'a réagi qu'au mois de janvier face aux manifestations d'agriculteurs. Mais la décision du 5 septembre, il ne l'ignorait pas. Et il n'a rien dit à ce moment-là. Oui, oui, je crois qu'il s'est quand même opposé plus anciennement au Mercosur. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je disais que c'était confortable pour certains gouvernements, c'est que, oui, pour les gouvernements européens nationaux, c'est que c'est pratique pour gouverner contre les peuples. Mm. C'est-à-dire que le gouvernant est d'accord avec la Commission européenne, voire à pousser l'Union européenne à faire quelque chose. Et puis, ensuite, vis-à-vis de l'opinion publique, il s'oppose. C'est pas moi, c'est l'autre. C'est pas moi, c'est la Commission européenne. Oh, qu'est-ce que vous voulez, j'ai été minoritaire, mais je me suis bien battu. Je me suis bien battu, mais on a été minoritaire, c'est ce que vous voulez. Ce sont les règles de l'Union européenne. Et ça, c'est extrêmement pratique pour pouvoir être réélu dans son pays. On dit, vous voyez, comme je vous ai bien défendu, enfin bien, pas bien, mais enfin au plus fort de ce qui était possible. Moi, vous savez que j'ai été élu. Hein. Je me souviens d'une fois que quelqu'un était venu de me demander un logement. Mais je dis, mais mon prédécesseur, conseiller général, il l'a demandé. Bah oui, il l'a demandé. Oui, bon, il n'a pas été. Ah oui, 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 mais il était bien. Il a essayé. La personne n'avait pas eu son logement social, mais était contente parce que l'élu auquel il s'était adressé avait essayé. Et bien là, c'est pareil. Macron, il fait semblant peut-être d'essayer d'empêcher le Mercosur. Parce qu'il faut bien voir que le Mercosur, le MEDEF est pour. Oui. Parce qu'il y a un choix, en fait, de l'industrie contre l'agriculture. C'est ça, oui. Et à votre avis, Macron, il est de quel côté? Il est du côté mentalement, culturellement, du côté des agriculteurs ou du côté des grands patrons? Donc, vis-à-vis des agriculteurs, il dit je me bats. Et puis, en se battant, après, quand il croise von der Leyen, il lui dit en anglais vous impressionnez pas, hein, faut que je fasse ça comme ça. Alors, première chose. Alors, il y a peut-être d'autres choses, il se bat. Oui, peut-être y a-t-il un marché avec
avec le nucléaire, parce que là, je crois qu'il a quand même viré sa cutie, pour employer un terme un peu familier, sur le nucléaire. Et là, franchement, il se bat contre l'Allemagne pour imposer un changement de politique en matière de nucléaire. Et là, vous avez vu que von der Leyen a rejoint la position Macron, mais que les Allemands n'ont pas rejoint la position de l'Allemande. Bon, donc ça pourrait... Non, mais je suis en train d'un... Je n'ai aucune information là-dessus, mais je veux dire, le système de l'Union européenne pourrait permettre un accord tacite, secret, en disant, bon, pour mon peuple, je critique, bon, mais allez-y, faites appliquer, moi ça ne me gêne pas, mais en revanche, je me bats pour la forme, mais à condition que vous renvoyiez l'ascenseur dans un autre domaine. Alors, non, mais c'est très intéressant. Ça n'apparaît pas forcément. Et quand je disais première chose, est-ce que vous croyez que maintenant, enfin, les peuples, et notamment le peuple français, est dupe de cette présentation des choses? C'est pas moi, c'est l'Union européenne, d'autant plus quand même, oui. Ça fonctionne quand même. Bon, ben alors évidemment, les intéressés voient bien les résultats, l'absence de résultats. Mais oui, mais non, ça fonctionne. Alors, bon, mais alors pour revenir à ce que vous disiez sur cette idée d'unanimité, je poursuivrai dans ce que vous avez résumé de mon article, c'est-à-dire que quand je dis effectivement la loi de la majorité, il y a toujours dans chaque secteur une majorité de pays consommateurs que de pays producteurs. Je vais prendre quelque chose qui n'est pas proprement européen, mais qui est des territoires d'outre-mer, des producteurs de bananes. À mon avis, si on ajoute la Pologne, la Hongrie, non, il n'y a pas des producteurs d'orange. Avec les producteurs d'orange, vous avez les Italiens, vous avez les Espagnols. Il y a tout. Pour les voitures, c'est pareil. Dans chaque secteur, vous avez une majorité de pays qui se disent, je préfère acheter moins cher hors d'Europe que d'acheter plus cher à mon voisin. Ce qui est normal. Parce qu'eux n'ont pas la conséquence sur l'emploi, ni sur le produit national brut. Alors, justement... Et donc, mécaniquement, par nature, la loi de la majorité aboutit à la destruction de l'industrie et maintenant de l'agriculture. Alors justement, pour revenir à ce problème de la destruction de l'agriculture, c'est qu'en effet, en germe et plus qu'en germe, dans ce type d'accord, c'est la disparition d'une partie de l'agriculture. Ce qui pose, en France notamment, deux problèmes. Premier problème, la souveraineté alimentaire. Et deuxième problème, une sociologie, si j'ose dire, parce que l'agriculture représente quelque chose. Et détruire une agriculture, c'est non seulement se priver, ce qui est essentiel, d'une alimentation fournie localement et souveraine, mais c'est faire pour partie éclater, disons, la sociologie de la population. Oui, j'allais justement employer le terme sociologie, c'est-à-dire que quand il y a un problème économique, il faut toujours penser ce qu'il y a par derrière en termes de modification de la société, parce que, comme vous dites, quand des commerçants disparaissent, des petits commerçants indépendants, quand il y a plus ou moins de salariés, quand il y a plus ou moins de propriétaires, quand il y a plus ou moins d'agriculteurs, plus ou moins d'ouvriers, ce ne sont pas seulement des emplois qui disparaissent, ce ne sont pas seulement des secteurs économiques qui disparaissent, c'est une partie de l'identité nationale qui disparaît, ou disons une partie de l'identité nationale qui se modifie, qui disparaît. Car il y a des peuples commerçants, il y a des peuples agricoles, il y a des peuples marins. Voilà. Alors la France, c'est pas seulement agricole, c'est pas seulement marin, c'est pas seulement. Elle est presque tout, parce que. Elle est presque tout. Non, moi j'employais le terme peuple marin parce que je pensais par exemple aux Hollandais ou aux Anglais qui sont des peuples marins, ou les Suisses qui sont des peuples de montagnards. Ça montre bien que la manière de mettre en valeur le territoire, la manière de travailler, de se nourrir, de s'enrichir, c'est culturel. Voilà, c'est culturel. C'est pour dire que il ne se joue pas simplement une question purement économique, il se joue une question, je dirais en effet,
de la structure, finalement, politique, sociale, économique du pays. Et même si les agriculteurs sont beaucoup moins nombreux qu'ils n'étaient autrefois, ils sont, je dirais, dans le collectif français, ils représentent quand même une part importante et presque déterminante de Oui, l'identité du et pays. puis par définition, ce sont des ruraux. Oui, Et donc il y a l'opposition entre rural et urbain. Ça fait longtemps que j'ai pris conscience que quand on est en ville, on ne voit pas le ciel. oui, oui. La nuit, on ne voit pas les étoiles. Quand je suis à la campagne, dans ma maison de campagne, je suis en campagne, et ben la nuit, je vois l'infini, je vois l'univers. Oui, donc c'est Quand une... je suis dans ma rue, même en sortant le soir, qu'est-ce que je vois? Les lampadaires. Quand je suis en ville, je ne vois que l'œuvre de l'homme. Et Partout, puis, il y a... partout. Que l'œuvre, que je regarde par terre le bitume, que je regarde en face des immeubles, je ne vois que... Alors que quand on est à la campagne, alors évidemment la campagne est marquée par l'homme, il n'y a pas un seul mètre carré qui n'a pas été travaillé par l'homme, mais on voit quand même la nature et donc on pourrait dire l'œuvre de Dieu, on pourrait... Oui, bien Enfin, sûr, oui. Donc il y a une certaine modestie par rapport à la planète, pour employer un terme écologique, par rapport à la planète, qu'on n'a pas en ville. C'est pour ça que probablement, quand on est à la campagne, on a moins le sentiment qu'on peut d'un claquement de doigts changer le climat. Oui, mais c'est vraiment une vision Alors qu'en très... ville, où on voit que la ville n'est qu'une construction de l'homme, on pense que tout autour c'est pareil, et que l'univers qu'on ne voit pas, puisqu'on ne voit pas le ciel, c'est pareil, l'homme peut le modifier, peut le créer. Non, mais oui, c'est ça. Non, mais Bon, c'est j'ai très un peu important. loin quand même là dans le Oui, raisonnement, mais d'une manière générale, vous avez raison, dans la ruralité, pour partie, on subit la nature, on vit avec, tandis que chez un certain nombre d'urbains, pas tous heureusement, on s'imagine qu'on peut modeler la nature, et on peut la modeler très loin d'ailleurs. ouais. Donc, et c'est pour ça que la disparition de l'agriculture n'est pas simplement un problème économique, ce n'est pas neutre pour l'identité d'un pays. Hmm. Alors, Et alors pour oui, revenir je vous en prie. au droit de veto, l'idée de l'article, quand je parle d'obligation de consensus, c'est parce que l'idée de droit de veto Oui. est quelque chose de négatif. Donc c'est facile de dire oh là là, mais non, on est entre Européens, il va pas y avoir des vétos entre Européens. Hein, Madame Veto avait promis, hein, il y a une chanson comme ça de la Révolution. Hein, Louis XVI a été renversé à cause de son veto. Hein, puis en plus, après en France, on n'a plus jamais utilisé le terme veto pour un pouvoir de président d'un chef de l'État, d'un roi. Donc c'est négatif. Mais en réalité, quand on s'entend, quel est le meilleur moyen de s'entendre? C'est pas de chercher à avoir une majorité contre une minorité. En fait, la démocratie, c'est ça. Hein, c'est le système démocratique, majorité-minorité. C'est il suffit que je réussisse à mettre d'accord avec moi la moitié plus un, et puis les autres, peu importe. Bon, alors ça, on pourrait dire c'est la démocratie illibérale. Il y a quand même le droit des oppositions. Mais le fond, c'est quand même ça. Alors que l'idée d'entente, c'est mettre tout le monde d'accord. C'est de faire en sorte de trouver une solution qui permette à chacun d'y trouver son compte. Et ça, c'est le consensus. Alors la différence entre le consensus et l'unanimité, quand j'étais à la tête de l'Alliance pour la souveraineté de la France, j'avais modélisé la chose, c'est que le consensus, tout le monde n'est pas forcément d'accord, mais ceux qui sont minoritaires acceptent de ne pas rompre le consensus en disant je ne suis pas d'accord. Mais si on fait un vote, ben on oblige ceux qui ne sont pas d'accord, vis-à-vis d'eux-mêmes, ou alors vis-à-vis de leurs mandants, s'ils sont des élus, à dire non. Mais si on est dans un cadre de consensus, sans vote, avec une obligation d'unanimité, mais le mieux c'est presque encore sans vote. Hein. On dit, bon, bah, ceux qui sont contre, bon, comme on s'aime bien, on ne va pas le dire. Alors, Et donc l'obligation de consensus, c'est l'autre appellation du droit de veto. C'est dire on ne peut pas imposer à un État, parce que c'est un État qu'on aime bien, que c'est un voisin, ce sont des Portugais, ce sont des Luxembourgeois, ce sont des Allemands, on les aime bien, on ne va pas leur imposer sous prétexte qu'on a obtenu la majorité contre eux. alors, Et ça, c'est plus européen que la loi de la majorité que les européistes nous opposent.
Alors, justement, votre idée de consensus est extrêmement intéressante. Seulement, en 1965, l'Europe, la communauté économique européenne, à l'époque, c'était 6 pays. Oui. Aujourd'hui, c'est 27. Est-ce que justement, l'effet dimension fait que... Ah bah ça, c'est le grand argument des européistes. On dira, ah, ça marchait quand on était peu nombreux. Bah d'abord, c'est l'aveu qu'on devrait peut-être pas être ensemble alors. S'il n'y a pas moyen de s'entendre. Oui, mais alors... J'avoue que personnellement, oui. je suis pas pour le divorce. Mais, Non, mais je comprends. mais dans un couple, souvent, les gens qui disent quand ils peuvent pas s'entendre, ils divorcent. Ou au moins, ils se disent on n'aurait pas dû se marier. Bon, bah, là peut-être que ceux qui sont européens, qui disent on ne peut pas s'entendre à 27, c'est la négation de l'idée européenne par les européistes. Oui, non, mais c'est... Je suis peut-être, moi, souverainiste, plus européiste que les européistes, puis je dis on peut s'entendre. Ah bah, si. Non, parce que c'est Non, vrai mais on que... peut s'entendre. C'est la diplomatie traditionnelle, Oui. enfin, dans la diplomatie. Je veux dire, on n'a pas attendu l'Union européenne pour avoir des accords européens, pour avoir des conventions internationales de la propriété intellectuelle, de l'Union postale, enfin bon, des États souverains peuvent s'en... La convention de Montego Bay sur les zones économiques exclusives. Oui, donc non, là, on a en fait figé les relations entre les États dans des mécanismes qui sont des mécanismes d'un État, à l'intérieur d'un État, et qui s'adaptent mal aux relations. Alors, et alors, donc, là, oui, quand j'ai pris l'exemple en disant que j'étais très généreux, que je voulais pas faire de la peine à l'Allemagne ou pas faire de la peine au Luxembourg, en leur imposant une majorité que j'aurais su réunir autour de la France. Mais le problème, c'est que maintenant, assez souvent, c'est contre la France que cette majorité se fait. Ces derniers mois, il est apparu, il y a même un rapprochement entre l'Allemagne et l'Italie sur notre dos. Oui, alors j'ai été assez surpris que quelques heures avant que Emmanuel Macron réunisse le G7 et les pays du groupe sur l'énergie, qui devaient logiquement déboucher sur le recours aux stocks stratégiques de pétrole, comme par hasard, l'Allemagne et l'Italie ont décidé avant. Ben, ça fait quelques Alors pourquoi mois, l'Allemagne et l'Italie? Est-ce que c'était concerté? Mais c'était pour que Emmanuel Macron, pour que la France n'ait pas le mérite d'avoir initié la chose. Oui, mais enfin, il y a quelques mois, ça fait quelques mois que l'on parle Oui, de je sais cette bien. relation. Mais je lui donnais comme une illustration, Oui, peut-être qu'il y avait une volonté des deux d'humilier un peu Emmanuel Macron, parce que là enfin, c'est la France qui préside le G7 en ce moment. Donc c'était la France qui réunissait, c'était la France qui donc avait l'initiative. Et donc là, on avait c'est quand même personne l'a relevé, mais c'est quand même assez scandaleux que deux États 2 heures avant disent non, on le fait, plutôt que d'être là encore consensuel, on va le faire ensemble. Il faut dire que je crois que ce cas de figure... Surtout que c'était pas une façon de mettre... On pourrait dire peut-être il y avait des difficultés, donc on met les autres devant le fait accompli, disant, même si vous le faites pas, nous on le fait. Mais non, ça allait se faire. Ça allait se faire. Ils ont voulu faire preuve peut-être d'indépendance par rapport à la communauté internationale. C'est possible, mais enfin, c'est vrai que la France, de ce point de vue-là, se trouve dans une position pour le moins confortable. Alors, je ne dirais pas la France, je dirais Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, oui. Oui. Malheureusement... S'il était légitime, puissant, respecté, les puissances, je reviens un peu, je prolonge un peu ce que je disais tout à l'heure, les gouvernements étrangers ont le sentiment que quand ils insultent Emmanuel Macron, ils ne se mettent pas le peuple français à dos. Non, mais c'est vrai. À la limite, ils se disent ça leur fait plaisir. Et puis ils se disent qu'ils peuvent oser. Non, parce que ça compte ça aussi. Hein, quand on insulte un chef d'État, on dit ça se fait pas entre chefs d'État, etc. Mais il y a surtout que ça se fait pas si on se met à dos le peuple. Oui, mais c'est vrai. Oui, mais vous avez totalement raison. Et alors, parlons du Mercosur. Alors, il y a 2 autres dossiers, si j'ose dire. Alors, vous avez parlé du nucléaire civil, on y reviendra peut-être. Et puis, il y a le nucléaire militaire. Et donc, il y a le discours de Brest, prononcé à Brest par Emmanuel Macron lundi de la semaine dernière sur la dissuasion avancée. Alors,
ce n'est pas un partage de la dissuasion nucléaire, ça pourrait se traduire par le fait que des appareils français munis de l'arme nucléaire puissent stationner sur des aérodromes des pays de l'Union européenne. C'est ça l'idée de dissuasion avancée. Mais Macron exclut en effet qu'il y ait une quelconque association à la décision ou à la fixation d'objectifs en cas d'engagement nucléaire. Oui, alors, deux remarques. La première, c'est que visiblement, le raisonnement d'Emmanuel Macron, qui est tout à fait acceptable, c'est de dire à nos partenaires, on ne peut plus se fier aux Américains. Vous aviez le parapluie nucléaire américain, maintenant c'est nous. Donc du point de vue de la France, c'est plutôt valorisant de se dire, maintenant, Absolument. en quelque sorte, la superpuissance nucléaire qui protège l'Europe, c'est la France. Ça, c'est une première chose, à partir du moment où la France fait comme les Américains, c'est-à-dire ne partage pas sa bombe, ne partage pas la fabrication, ne partage pas même le financement. Parce que qui paye commande, et si on commence à dire aux autres Européens, bah, aidez-nous à payer la bombe, On perd l'indépendance. il y a un moment donné où ils diront, bah, attendez, on paye, il faut qu'on... Ah bah, c'est voilà. évident. Bon. On pourrait peut-être en jouer un peu pour diminuer notre contribution à l'Europe. Bon, ça serait une autre façon. Ça, s'ils ne payeraient pas la bombe, on me dirait quand même, bon, par remerciement pour... Bon, et puis l'autre élément, c'est que c'est les Allemands qui demandaient. Et donc là, il faut, si on refuse, qu'est-ce qui se passe? Bah, les Allemands peuvent dire, bah, on vous demandait de nous protéger, bon, vous nous interdisez l'arme nucléaire, je ne sais plus quel est l'accord écrit qui date du lendemain de la guerre qui leur interdit de posséder l'arme nucléaire. Bah oui, mais si vous ne nous protégez pas avec votre arme nucléaire, bah nous, on peut la faire. Alors je ne sais pas si les Allemands sont dans cet esprit-là, mais il y a certainement un risque si on ne montre pas de la bonne volonté en la matière, qu'ils disent, dans ces conditions, nous, on va, votre bombe, vous la gardez pour vous, bah non, il n'y a pas de raison qu'on l'ait pas nous aussi. Oui, parce que... Alors c'est que... Oui, non, mais c'est une Je question... disais ça avant d'entendre la réaction du chancelier allemand à propos du nucléaire civil par Madame von der Leyen, mais il y a ce risque-là. Alors ceci dit, dernière chose, le problème, beaucoup disent, oui, mais alors on met le doigt dans un processus où on risque petit à petit, mine de rien, de se faire ligoter par les autres. Bon, mais le positionnement d'armes nucléaires françaises dans d'autres pays, alors ce qui existe déjà... alors là qui pourrait peut-être justifier un financement par ces pays, non pas de la bombe nucléaire, mais une rémunération du fait qu'on stationne chez eux pour leur propre protection. Ce qui permettrait donc de grossir notre budget pour le faire. Bon, d'ailleurs, à mon avis, c'est l'une des solutions pour la sécurité d'Ukraine. Ce serait de positionner, de ressusciter les Plutons, hein, les armes nucléaires tactiques, les positionner en Pologne, pas en Ukraine surtout pas, ça serait... Bon. Non, mais en Pologne, avec une portée suffisante pour passer par au-dessus de l'Ukraine, bien sûr. Et voilà. Parce que dans le cadre de l'OTAN, il existe déjà le fait que pour... alors c'est 5 pays, hein, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et la Turquie. Ces pays, c'est le système de la double commande, c'est-à-dire les Américains, les États-Unis, je ne sais pas si on dit prête, et les armes nucléaires sont portées par des avions de ces pays-là. Seulement, le feu nucléaire, c'est les Américains qui en disposent. Seulement, il y a des avions de l'armée de l'air turque, de l'armée de l'air allemande ou belge, qui sont porteurs de l'arme nucléaire, mais dont la commande de l'emploi... Oui, c'est une chose que les spécialistes connaissaient depuis longtemps, mais que le grand public commence à découvrir, c'est que les Anglais ne sont pas une vraie puissance nucléaire. Non, c'est la double commande. C'est ce que les Américains ont voulu, pas imposer, c'est
ce que les Américains ont, ont proposé aux Français et aux Anglais du temps de De Gaulle, et que De Gaulle n'a pas voulu. Il a dit: ah, mais on va voulu. C'est pas la peine que vous cherchiez, que vous continuiez vos recherches, c'est compliqué. Nous, on sait déjà comment la faire. On va vous la donner. C'est la fameuse force multilatérale Voilà. de Kennedy. Voilà, et De Gaulle, il est là, hein, non, parce que il nous l'a donné. Les Américains n'ont pas donné la bombe aux Anglais, ils la prêtent, et tant qu'ils n'ont pas mis la clé, vous pouvez y aller. Les Anglais n'ont pas la bombe atomique. Alors, sachant qu'au moment de la force Alors ça peut être intéressant pour les Américains, parce que c'est une sorte de façon, c'est une façon pour eux d'avoir une dissuasion nucléaire dont ils ne sont pas totalement responsables. Ils ont donné l'autorisation. Mais qu'ils maîtrisent quand même. Le moment venu, Oui. hein, pas Oui. le moment venu, dans une certaine crise, on dit: ah bah j'ai donné l'autorisation aux Anglais, moi j'enverrai pas ma bombe, mais j'ai donné l'autorisation aux Anglais. Bon, là ça fait une incertitude supplémentaire pour l'ennemi. Mais pour les Anglais, voilà. Alors, il est évident, alors je ne pense pas du tout que ce soit ça que notre président ait prévu, ça n'est pas de donner, de prêter nos bombes, c'est de stationner. Stationner, là, c'est différent. Oui, parce que... comme on avait autrefois des troupes en Allemagne. Je crois que les Plutons, ils n'étaient pas en Allemagne. Non, ils étaient sur le territoire français. Ils étaient sur le territoire français, mais c'est le même principe, quoi. On a des troupes pour vous défendre. Bon, bah là, c'est des troupes qui... Bon. Mais pour l'instant, on n'a plus d'armes tactiques. Non, oui, on a renoncé à la... On a renoncé à cause des Allemands, parce qu'on avait donc c'est des chars avec des... Quand on dit armes tactiques, ce sont des châssis MX-30. Voilà. Des petites bombes, enfin des petites, je crois que c'était quand même presque les... ça détruisait une division soviétique. Oui, c'était quelques kilotonnes. D'un seul coup. Bon. Quelques kilotonnes. Ce que les Allemands ont dit, c'est: oui, vous êtes bien gentil, votre bombe nucléaire, mais votre doctrine, c'est quand le front est percé par les Soviétiques, et donc que l'armée conventionnelle ne réussit pas à bloquer l'armée soviétique, vous balancez votre arme nucléaire tactique. Mais où est-ce qu'ils sont à ce moment-là, les divisions soviétiques? En Allemagne. Donc les Allemands ont dit: bon, c'est une bombe qui va tomber sur l'Allemagne, on aimerait bien que... Bon. Et moi, je peux vous dire, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais officier d'état-major, je me souviens d'un exercice, la force d'action rapide, où on jouait ce scénario-là. Les divisions soviétiques étaient censées avoir percé, puisque nous, la force d'action rapide dont je faisais partie, c'était celle qui était censée boucher les trous quand il y avait un... Bon, mais il y avait... C'était au moment où la division soviétique arrivait à Liège, qu'il y avait le lancement de la bombe nucléaire tactique. Tout ça en exercice, hein, bien sûr. Oui, mais enfin, en exercice sur carte. Hein, non, mais je veux dire, c'était même pas un exercice en terrain libre. Mais ça m'avait frappé. D'ailleurs, l'artilleur avait joué: attention, la bombe nucléaire, 5, 4, 3. il avait joué le grand jeu. Et on était là dans l'état-major. Nous, on n'était pas à Liège, bien sûr, on était bien en arrière, hein, théoriquement. Et pof, bah oui, ça tombait sur Liège. Voilà, donc c'est ça l'inconvénient de l'arme tactique. La raison pour laquelle on n'a pas gardé l'arme tactique, mais ça pourrait peut-être se reconsidérer avec une portée suffisante pour que ça tombe, et avec une doctrine d'emploi qui ne soit pas de l'envoyer à partir du moment où l'ennemi est sur notre territoire. Tout à fait. Alors, d'ailleurs, autre information qui a été donnée par le président de la République, c'est que la France va augmenter le nombre de ses bombes, pas d'ogives nucléaires, mais de ces bombes nucléaires. Hein. On est un peu moins de 300 actuellement, et on ne sait pas quel chiffre on va monter, mais on va monter probablement, d'ailleurs. Ça serait pour équiper des avions, pas les sous-marins, je pense, mais ça serait plutôt pour équiper des avions, pour permettre d'ailleurs cette extension de l'implantation qui serait des Rafales. Oui, parce que le principe de la dissuasion nucléaire française, c'est de faire à l'ennemi éventuel des dommages supérieurs à ce que représente notre pays. C'était en disant: vous allez conquérir la France, mais on va détruire chez vous 2 France. On n'a pas besoin de détruire tout le pays, mais on détruit 2 France. Alors évidemment, si c'est l'Europe, il faut qu'on soit capable de détruire chez l'ennemi l'équivalent de 2 Europes. Les capacités de destruction sont absolument colossales. Même un sous-marin nucléaire
porteur de 16 missiles et chacun de ces missiles a plusieurs ogives nucléaires. Oui, oui. Donc ça veut dire Enfin, sachant qu'il faut, l'actualité nous montre qu'il ne faut pas seulement penser en ogive, il faut penser aussi en anti-missile. ah bah oui, pour se prévenir contre... Pour se prévenir, parce que voilà, le problème c'est ça. Alors je vois que l'heure Oui, et qu'on devait parler des municipales, c'est l'heure ça. avance. Là, donc, on fait allusion au nucléaire civil. Donc les municipales, donc dimanche prochain et le dimanche suivant, donc ce sont les élections municipales, avec le fait que Paris, Lyon, Marseille sont quasiment alignés sur les autres villes en matière d'élections. Mais simplement, je crois que pour Paris, Lyon et Marseille, une liste qui arrive en tête a un bonus de 25% de sièges, tandis que dans les autres municipalités, c'est 50%. Oui, mais ça c'est évidemment capital. Oui, absolument. Parce que le système qui a été prévu par Gaston Defferre et François Mitterrand était un système qui donnait une représentation à toutes les minorités substantielles, hein, puisqu'il y a un seuil pour pouvoir être représenté, mais qui donnait systématiquement la majorité à la liste qui arrive en tête. Donc les stratégies sont évidemment plus les mêmes si la prime n'est que de 25%. Alors pour nos auditeurs, je rappelle le calcul, hein, celui qui arrive en tête dans une ville, j'allais dire qui n'est pas ces trois grandes villes, la liste qui arrive en tête a 50% des voix, et ensuite l'autre moitié des sièges, pardon, et l'autre moitié est répartie à la proportionnelle. C'est-à-dire si vous avez 50% des voix, vous avez 50% des voix plus 50% du reste, donc ça fait 75%, 75% des voix. Mais si vous avez 30%, eh ben vous avez la moitié des sièges plus 30% de ce qui reste. Voilà. Et donc là, c'est 25%. Donc le seuil pour avoir la majorité absolue, c'est qu'il faut avoir 33% des voix. Ce qui, aujourd'hui... Alors on pourrait dire c'est normal, si en dessous de 35, si vous avez 25% des voix, c'est pas normal que vous ayez la majorité absolue. Oui, mais quand on n'a pas la majorité absolue, on voit bien au Parlement, c'est la pagaille. Alors, et ça fait des stratégies. Vous savez, à Paris, hein, puisqu'on est ici à Paris, nos auditeurs ne sont pas tous parisiens, mais le studio est à Paris. À Paris, le pari du dénommé Bournazel, c'est d'accéder d'avoir des conseillers de Paris, et puis que ni Rachida Dati, ni Emmanuel Grégoire n'aient la majorité, et que donc, lui, ça soit sur le groupe charnière. C'est audacieux. Et comme groupe charnière, il dira, bah oui, ben non, je ne me rallie ni à l'un ni à l'autre, mais ralliez-vous tous à moi. Et donc, avec le plus petit groupe, il espère d'être le maire. Quand on a les sondages... En estimant être compatible avec tout le monde. C'est ça. Quand on voit les sondages, bon... Oui, peut-être qu'il parle... Non, mais ce que je veux dire, c'est que cette stratégie-là, je ne parle pas de ce qu'était le système de Paris avant, mais cette stratégie-là ne peut pas exister dans le système des autres villes où, où il y a les 50%, eh ben, celui qui a gagné peut élargir sa majorité. Mais le petit groupe charnière ne peut pas imposer parce que celui qui a gagné, il a la majorité. Alors justement, par rapport à ces municipales, donc il y a les trois grandes villes, quels sont les enjeux, sachant que les élections municipales, donc ce sont par nature des élections locales, et il y a pour une grande partie des communes, sur le nombre de communes, il y a une grande stabilité. Hein. Donc ça se joue au niveau des villes moyennes, et bien sûr, et des grandes villes. Alors qu'attendre de ces municipales qui ont lieu un an avant l'élection présidentielle, sachant qu'il est très probable qu'il n'y aura pas d'élection législative avant les prochaines présidentielles. Je crois que ce qui va être intéressant, c'est de voir la stratégie à gauche. L'une des hypothèses de l'attitude de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il veut se rendre tellement infréquentable que la gauche modérée ne puisse pas faire alliance avec lui. Et il va réclamer à corps et à cri l'union de la gauche, en l'ayant rendu impossible par son comportement. C'est une hypothèse. Je ne dis pas que c'est ce qu'il pense. Parce que, à ce moment-là, ça aboutit à quoi ? Ça aboutit d'abord à une fracture entre les deux
tendance du Parti socialiste. Il est déjà, d'après ce que j'ai lu, en train d'essayer de récupérer des écologistes qui sont plus proches de lui. Donc casser le Parti socialiste pour récupérer la partie gauche et renvoyer vers le macronisme en quelque sorte. Et d'autre part, les socialistes, comme d'ailleurs les républicains, disent nous sommes un grand parti parce que nous avons beaucoup d'élus locaux, beaucoup de mairies. Si les mairies socialistes en nombre tombent, eh bien c'est du terrain dégagé pour Jean-Luc Mélenchon. Alors c'était la stratégie à l'époque, il y a longtemps du Parti communiste, plumer la volaille socialiste. Hein. C'est un peu la même stratégie, sachant que dans son objectif, si en effet il, je ne dis pas mettre à bas, mais il limite considérablement les élections, les voix obtenues par le Parti socialiste, lui, ça lui ouvre d'une certaine manière pour la présidentielle une forme de boulevard. C'est la tactique recherchée. Mais là, c'est pareil, comme je disais tout à l'heure, un bon stratège n'a pas qu'un seul objectif. Donc il se peut qu'il y ait l'autre hypothèse, c'est-à-dire de réussir à obtenir des fusions de listes, ce qu'ils réclament d'ailleurs, hein, avec des élus mélenchonistes qui soient dans les conseils municipaux. Mais ça serait un peu dangereux, ça, pour lui, parce que si la liste d'union avec LFI perd, c'est mauvais pour lui, pour les. Absolument. Alors que si la liste socialiste sans les LFI perd, on dira, voyez, sans LFI, la gauche ne peut pas gagner. C'est tout gain pour lui. Alors, Francis Choisel, je suis désolé, nous arrivons au terme de cette émission, mais je vous remercie très vivement d'avoir été l'invité de ce Libre Journal. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Institut catholique de Paris, spécialiste du Second Empire et des questions constitutionnelles relatives au 19e et 20e siècle. Et vous êtes l'auteur, entre autres, de Comprendre le gaullisme, publié chez l'Harmattan, et Napoléon III, Pensée politique, publié chez SPM. Alors, ce Libre Journal sera rediffusé samedi 14 mars à 15h30 et dimanche 15 mars à 21h30. Vous pourrez l'écouter sur le site de Radio Courtoisie et télécharger l'enregistrement si vous êtes adhérent à l'association, sachant que ce Libre Journal a été filmé et donc l'émission sera retransmise sur YouTube. Je vous remercie, chers auditeurs. Merci Stéphane pour la réalisation de ce Libre Journal. Et chers auditeurs de la radio de Radio Courtoisie, rendez-vous pour notre prochaine émission le 9 avril prochain. Merci et bonsoir. Vous appréciez cette émission ? Plongez dans toutes nos autres émissions filmées, débats. On est devant un régime qui, parce qu'il est désavoué par la population, se radicalise comme jamais et se donne les moyens de mater le peuple, avec cette vieille idée qu'il suffit de mater les rebelles pour décourager le peuple et qu'on passe à autre chose. Et c'est, je pense, moins le calcul que le réflexe qui joue dans l'esprit de l'extrême centre de la classe dominante. La note de Terra Nova dit d'ailleurs avec un cynisme vraiment désarmant, on dit écoutez, il faut changer de peuple pour la bonne raison que le peuple vote mal. Histoire. Au voyage de Laetitia Bonaparte à Rome en 1804, au moment du sacre, il se trouve qu'à ce moment-là, elle avait été accueillie par le pape et qu'il avait écrit une lettre à Napoléon pour lui dire à quel point il avait trouvé sa mère absolument formidable. Donc il avait beaucoup d'estime pour la mère de l'empereur. Ouais. Littérature, politique. Peut-être verrons-nous cela à l'avenir. Des Européens qui, ne pouvant plus trouver de quoi survivre et se développer dans leurs anciennes morphologies politiques telles les nations, auront la nécessité de se rassembler dans de nouvelles organisations qui dépasseront le cadre des frontières que nous connaissions, qui dépasseront le cadre même des continents que nous connaissions, et on verra des choses surprenantes. Mais c'est toujours pareil, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces chaînes qui ont été supprimées, de tous ces gens qui ont subi cette répression, alors qu'en fait ils étaient dans le vrai ? Les gens ne croient plus les médias traditionnels ou la parole du gouvernement, ou même, et c'est là où ça devient dingue, la parole des scientifiques. La foi au sens plénier, c'est pas seulement l'affirmation d'une vérité, c'est le fait de s'engager pour cette vérité, c'est le fait d'aimer cette vérité et d'aimer l'objet de cette vérité, Dieu. Des émissions pour comprendre, réfléchir et transmettre. À retrouver sur cette chaîne YouTube.